Eric, tu as la parole. Ok, oui, bonjour, bonjour à tous, bonjour Francis, merci pour cette invitation. Donc, je vais vous parler des CPTS, je vais me présenter d'abord, vous avez raison. D'abord, donc, je m'appelle Eric Mech, je suis médecin généraliste, médecin directeur de la santé de la ville de Malakoff, qui est une ville à proximité de Paris dans les Hauts-de-Seine, dans le sud des Hauts-de-Seine. Je suis aussi aujourd'hui président de l'association qui est porteuse de la communauté professionnelle territoriale de santé de Châtillon, Vanves et Malakoff, qui pourra un petit peu illustrer effectivement, on va dire, l'histoire de la création d'une CPTS. On va parler plus largement. Voilà. J'ai une particularité aussi, vous allez comprendre. Alors, je suis médecin directeur de la santé, mais médecin directeur des centres municipaux de santé, donc j'ai eu beaucoup de proximité avec Hélène, qui est la présidente de la Fédération nationale des centres de santé. Et je suis aussi président du DAC Sud 92, donc j'ai aussi beaucoup de proximité avec Nathalie, qui représentera le DAC. Bon, là, c'est Francis t'a réuni, voilà. En fait, ça peut être une intervention chorale, hein, soyons clairs, puisque évidemment, Hélène et Nathalie peuvent parler chacun de leur place des CPTS. Hélène étant elle-même coprésidente d'une CPTS à Nanterre et d'ailleurs étant beaucoup plus avancée que nous, on va dans le Sud, d'accord, sur le fonctionnement, la mise en place des projets autour de ces CPTS. Donc, elle pourra évidemment très largement compléter ce que je dis. Et Nathalie elle-même, à travers le DAC, accompagne, en tous les cas, apporte conseil à des porteurs de projets de CPTS. Voilà. Et ben, je vous propose qu'on commence, en sachant donc c'est le point de vue, évidemment, ce n'est pas le point de vue de l'institution, ce n'est pas le point de vue de l'assurance maladie, ce n'est pas le point de vue de l'assurance régionale de santé, même si vous verrez apparaître quelques diabos qui peuvent être évidemment pris à ces honorables institutions, c'est le point de vue de l'acteur de terrain qui porte un projet et puis qui a dû réfléchir un tout petit peu à comment avancer et comment prendre en compte cette nouvelle organisation qui nous est proposée depuis peu. Donc le diaporama, on l'envoie, c'est ça? C'est OK. Donc, j'imagine que j'attends les diapos. Oui, oui, je vais l'afficher dans quelques secondes. D'accord. OK. Juste, bah, vous allez voir. Voilà. Super. Ça arrive. Peut-être que je vais faire ça. OK. Voilà. Bon, vous m'excuserez sur la forme. Pardon, excusez-moi. Voilà, en diaporama. C'est parfait. Merci Voilà, super. beaucoup. C'est joli. Bon, vous m'excuserez un petit peu sur la forme du diaporama. C'est bon, j'ai pas beaucoup de qualité. En tous les cas, celle-là n'en est pas une. La capacité à faire des beaux diaporamas. Mais j'espère que tout y est. Donc, je vous propose de passer directement à la deuxième diapo. OK. Bon, c'est un petit constat, un petit plan, ce n'est pas du tout exhaustif. Hein, c'est quand même rappeler un petit peu le contexte que nous connaissons tous dans tous les territoires métropolitains et en dom-tom aussi en France. D'accord, on a un système de santé qui aujourd'hui est misérablement à l'épreuve évidemment de quoi? Et ben, d'une situation à la fois fort heureuse, le vieillissement de la population, mais qui s'accompagne aussi évidemment de l'augmentation considérable évidemment des maladies chroniques, et puis qui a été d'autant plus mis à l'épreuve récemment que nous avons connu une crise épidémique qui a montré un certain nombre de difficultés de limites et de façon globale, tant en ville qu'à l'hôpital. Évidemment, on a tous recherché évidemment où étaient les médecins de santé publique, où étaient les services de santé publique qui devaient nous guider, nous montrer la voie. Bon, l'autre chose auquel vous, élus, vous êtes confrontés, c'est ce qu'on appelle clairement la désertification médicale, un terme qui, pour ceux qui l'ont employé comme moi il y a une dizaine d'années, nous était reproché. Nous étions qualifiés de catastrophistes. Aujourd'hui, c'est évidemment, vous pouvez tous en témoigner, de tous vos territoires, partout, d'accord. La démocratie médicale est en barre, mais concerne les médecins, bien sûr, mais pas que les médecins, mais à peu près toutes les professions de santé, et touche évidemment tous les modes d'exercice. Désertification médicale veut dire aujourd'hui des choses que vous avez découvertes. Les agences régionales de santé maintenant font des classements de territoires de vos villes en zone, en sachant qu'un nouveau concept est sorti depuis 2029, c'est le ZIP, hein, la zone d'intervention prioritaire plus, qui tente à dire que la situation est particulièrement difficile en termes d'accès aux soins, en termes de démographie médicale et particulièrement en termes d'accès aux médecins généralistes, et qui justifierait ou qui justifie des accompagnements et des aides plus importantes de la part de nos institutions, donc Agence régionale de santé et assurance maladie.
peux vous renvoyer aussi sur les différents rapports qui sont sortis. Je pense alors en Île-de-France, vous connaissez, il y a eu le rapport sur les certifications médicales de Métropole Grand Paris récemment. Il y a eu évidemment le livre blanc de l'association des maires d'Île-de-France aussi. Toutes les conclusions sont convergentes. Et puis, il y a un rapport qui vient de sortir, que connaît bien Hélène Colombani, puisqu'elle a participé évidemment à son élaboration. C'est le rapport récent de l'HCAM. Et on va dire qu'il n'y a pas beaucoup de... Après, il y a des problèmes un petit peu... Enfin, il peut y avoir des différences de propositions. Voilà, d'accord. Mais sur l'analyse des diagnostics, eh bien, les diagnostics sont les mêmes et partagés. Nous sommes partout entrés en difficulté. Quand je dis nous sommes, c'est-à-dire que les usagers, vos administrés, nos patients sont entrés en difficulté aujourd'hui à peu près partout pour accéder à des soins. Et quand je dis des soins, c'est des soins de première ligne, très souvent. Je ne parle même pas des soins de seconde ligne. Une coordination des soins de ville à l'échelle des territoires qui, on le sait, enfin pour des professionnels de santé comme Hélène et moi ou comme Nathalie, d'accord, c'est une coordination qui est défaillante depuis toujours, qui repose, on va dire, sur du bricolage depuis toujours, qui fonctionnait tant que nous étions nombreux et qu'il était facile de trouver évidemment des interlocuteurs, etc. Aujourd'hui, alors que les interlocuteurs sont de moins en moins nombreux, évidemment de plus en plus surchargés, eh bien, l'absence de coordination est patente et nous en souffrons tous, et pareil, les patients en souffrent tous. Évidemment, la situation ville-hôpital, établissements médico-sociaux et services sociaux est très, très largement, évidemment, perfectible, et c'est une préoccupation que nous avons tous, mais qui a été mise en exergue, évidemment, par la difficulté que connaît le système de santé. Puis la perte de l'attractivité de l'exercice en ville. Alors, à l'hôpital aujourd'hui, on a été rattrapé aujourd'hui par l'hôpital, on voit la fuite évidemment des professionnels de santé de l'hôpital, mais pour la ville, c'est quelque chose qui est évidemment connu et perceptible depuis de nombreuses années. Pour les usagers, je vous l'ai dit, difficulté d'accès aux soins, aux droits, ça va avec, d'accord, des patients. Le fameux recours aux urgences, alors inapproprié, grand dossier fortement traité politiquement par notre ministre actuel, François Braun, avant qu'il ne soit ministre. Voilà, situation de crise, mission flash, réorganisation en urgence pendant l'été pour délester les services d'urgence et réorienter correctement les 10 soins non programmés. Bon. Et puis, des retards de prise en charge et des ruptures de parcours, alors qui ont été particulièrement identifiés en post-crise Covid et qu'on constate encore aujourd'hui. Bon, ce n'est pas exhaustif ce que je dis, c'est le témoignage d'accord, de terrain, le mien, mais il pourrait être complété évidemment par vous, les élus, parce que vous avez des administratifs évidemment qui viennent vous voir, qui vous rapportent des situations, et par mes collègues, bien évidemment. Diapositive suivante. Alors, une réponse, aujourd'hui, mes points d'interrogation, j'ai oublié le point d'interrogation. La CPTS a tout ça, comme tout, il n'y a pas de réponse d'accord unique. Peut-être que la CPTS, la communauté professionnelle territoriale de santé, reprenons clairement le titre, peut apporter quelques réponses à certaines difficultés. Alors, c'est quoi la communauté professionnelle territoriale de santé, Quand même, je vous renvoie au texte réglementaire, les textes de loi. Donc, 2016, Marisol Touraine, c'est elle qui, dans sa loi, crée cette nouvelle organisation, donc la CPTS, et ça a été défini et complété dans la loi de Mme Buzyn, donc en 2019. Donc, qui a précisé évidemment les contours, les missions, les objectifs, les conditions de création d'une communauté professionnelle territoriale de santé. On pourra l'ajouter, mais c'est arrivé un peu après, c'est fin 2019, début 2020, évidemment, ce qui a permis de donner une perspective, un avenir au CPTS, c'est des financements conventionnels liés à un accord, ce qu'on appelle l'accord conventionnel interprofessionnel avec l'assurance maladie. Là aussi, Hélène peut apporter évidemment son expérience et pourra répondre à vos questions, puisqu'elle fait partie des négociatrices et signataires, de fait, de l'ACI. Alors, une CPTS, c'est quoi? D'abord, c'est un objectif, assurer une meilleure coordination des professionnels de santé, leur action, d'accord, la réalisation d'objectifs qui doit être en relation avec le projet régional de santé. D'ailleurs, si je posais la question, qui se souvient du détail des projets régionaux de santé, par exemple, dans vos régions respectives? Là, on aurait peut-être quelque chose. Mais en tous les cas, c'est la définition, d'accord? Donc, pour assurer cette meilleure coordination, les professionnels de santé peuvent se constituer en comité professionnel territorial de santé, d'accord? Et ils peuvent associer très, très largement, évidemment, on va y revenir, beaucoup de professionnels, y compris
ceux du ministère des Armées, enfin ceux du ministère des Armées aujourd'hui, pas de la Défense, hein, d'accord, avec autorisation du ministre de la Défense. Je pense, alors pour nous, sur notre territoire, à une ville comme Clamart, qui, évidemment, sur son territoire, a un hôpital militaire qui s'appelle Percy. Si une CPTS voit le jour à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, assez naturellement, on doit imaginer que les professionnels de santé de l'hôpital de Percy devront être associés à cette CPTS. Voilà, c'était pour illustrer sur mon territoire. Alors, c'est composé de quoi? Un comité professionnel territorial de santé, 2 professionnels de santé, qui peuvent elles-mêmes déjà regrouper alors, sous forme d'équipes de soins primaires. Alors, les plus connus aujourd'hui, on va vous les présenter, c'est les centres de santé, les maisons de santé pour les professionnels. Hein. Après, il y a de nouveaux concepts qui sont en train d'apparaître. Hein, des équipes de soins de premier recours, moins formalisées, mais en tous les cas, mais c'est tous les professionnels de santé, donc peut évidemment se regrouper au sein d'une CPTS. Il n'y a pas d'obligation, mais aussi des acteurs alors de premier et de second recours, des acteurs médico-sociaux, hein, des EHPAD, des SIAD, d'accord, peuvent évidemment intégrer une CPTS, et aussi des acteurs sociaux, donc des services sociaux, et vous verrez par exemple que assez naturellement, les services sociaux, par exemple, des collectivités, ça c'est la question que m'a posée Francis, oui, les villes peuvent être tout à fait participatives, et vous verrez sous quelle forme à une CPTS. Les obligations, une communauté professionnelle territoriale de santé doivent rédiger un projet de santé, le transmettre à l'Agence nationale de santé qui doit le valider et qui doit ainsi autoriser la création de cette CPTS qui sera par la suite évidemment aussi doublement autorisée, on verra, par l'assurance maladie qui va en financer le fonctionnement. Une chose importante, dans le projet de santé doit figurer le fameux territoire d'action de la communauté professionnelle territoriale de santé. Et là, ça varie d'une région à l'autre. C'est évidemment très très large. Ça peut être le territoire d'une ville, ça peut être le territoire de plusieurs villes. On peut en discuter. Oui, j'allais appuyer. Diapositive suivante. Alors voilà, je vous ai pris un diapo tel qu'il a pu nous être transmis au moment où on a lancé le projet 2019-2020, qui résume donc un nouveau mode d'exercice. Alors d'exercice, là, il ne faut pas se tromper, quand on parle d'exercice, ça ne va pas modifier forcément l'exercice de chacun, d'accord, des professionnels de santé. Ce que ça va amener, c'est en tous les cas un aménagement, on va dire en tous les cas, intégrer dans l'exercice des dimensions qui vont être plus collectives et qui ont des dimensions de coordination au service du parcours des patients. Et c'est là où il ne faut pas se tromper. Voilà. Donc, les acteurs d'un territoire de santé se regroupent, d'accord, au service évidemment des habitants de ce territoire pour évidemment améliorer plein de choses. Et vous le verrez, l'accès aux soins, les parcours évidemment des patients, pour évidemment les rendre plus pertinents. Et puis aussi, vous le voyez, une notion d'intervention en termes de prévention évidemment sur ce territoire. Le périmètre territorial de la CPTS, donc il était noté, les fonctions des lieux, des flux de patients, des parcours, on y reviendra. En fait, on parle de liberté organisationnelle, il n'y a pas tant de liberté que ça organisationnelle, parce qu'il y a quand même un cadre qui a été quand même très bien, enfin, de façon très précisément définie, d'accord. Et pour ce qui est des territoires, la définition se fait évidemment avec l'accord des acteurs locaux, mais aussi après avis de l'ARS. Et donc ça varie là aussi en fonction des régions et du point de vue de l'ARS. Par exemple, la logique en Île-de-France, à un moment donné, prévalait, c'était 100 000 habitants minimum. Ils sont en train un petit peu de modifier leur façon de voir, Nathalie peut le confirmer, d'accord, hein, ils ont mis un petit peu plus de souplesse. Mais par exemple, nous, quand on a lancé notre projet de CPTS, qui est parti au départ de la ville de Malakoff pour s'étendre aux 2 autres villes que je vous ai citées, d'emblée, il nous a été dit, il faut s'étendre, ça fera 100 000 habitants minimum. On poursuit. Donc voilà. Une CPTS, c'est un territoire, c'est les professionnels de santé, c'est les usagers qui sont au centre, n'oublions pas. D'accord ? Même si, évidemment, lorsqu'on vend la CPTS aux professionnels de santé, évidemment, il faut qu'ils y trouvent évidemment un bénéfice. Et c'est l'une des difficultés, hein, c'est comment, évidemment, démontrer les professionnels de santé libéraux qui souvent ont l'habitude de bosser seuls ou en tous les cas sur des réseaux qui leur sont propres, d'accord, de travailler dans un contexte élargi au service d'une population avec ce qu'on peut appeler des missions d'intérêt général ou d'intérêt territorial. Évidemment,
Autour, vous avez les établissements de santé, vous avez le DAC qui est noté, Nathalie, tu vois, d'accord, dispositif d'appui à la coordination, on en parlera après, d'accord, les établissements médico-sociaux. Alors peut-être qu'il manque dans cette diapo en préparant la collectivité où elle est stricto sensu. On va voir qu'en fait, elle y est même si elle n'est pas nommée. La liste est donc exhaustive d'ailleurs. On continue. Les points clés, donc. Certes, c'est porté par les procès de santé de ville, c'est important, c'est une organisation de ville dans laquelle vous allez retrouver des acteurs du territoire qui peuvent être hospitaliers, mais ça n'a de sens, il faudrait bien rester là-dessus, d'accord, sur le fait que c'est bien une organisation, au départ, portée par les médecins de ville et au service, évidemment, des parcours de soins de la ville, même si c'est évidemment en articulation avec tous les établissements de santé. Bon, mais tout ça évolue dans le temps, et puis... Mais vous pouvez vous retrouver face à des interlocuteurs de ville en particulier qui sont très, très attentifs à défendre évidemment ce point de vue, cette vision, d'accord, de la ville pour la ville, enfin par la ville pour la ville, d'accord. Je pense qu'Hélène et moi, et Nathalie d'ailleurs, avons une vision un petit peu plus large, d'accord, et qu'au final, le système de santé, il n'est pas en silo, et qu'évidemment, quand on parle de l'articulation ville-hôpital, c'est forcément un dialogue qui soit établi entre la ville et l'hôpital et qui ne doit pas être renfermé sur la seule citadelle de la ville. L'objectif, c'est l'amélioration de la pertinence des parcours, c'est l'accès à un médecin traitant, vous allez voir, très important. Mais comment faire quand il n'y a plus de médecins généralistes sur un territoire ou très peu et que tous disent qu'ils sont débordés et qu'à un moment donné, il n'est pas raisonnable de prendre plus d'engagement vis-à-vis de certains de nos patients. Donc, c'est une des difficultés, certainement, sur beaucoup de territoires. Et puis, c'est au service des professionnels de santé, parce que derrière, et c'est bien ça l'idée, c'est qu'en apportant une meilleure coordination, une meilleure coopération pluriprofessionnelle, y compris les acteurs sociaux, eh bien, on va améliorer l'exercice de ces professionnels. On va leur permettre, évidemment, de se libérer d'un certain nombre de difficultés. Et ça va, d'une part, je vous ai dit, améliorer l'exercice au quotidien, favoriser peut-être l'intérêt pour l'exercice de ville et l'installation de nouveaux professionnels et la création de structures d'exercice regroupées. Les points clés, je vous l'ai dit, c'est un territoire qui est défini par les professionnels de santé, mais quand même soumis et contraint par le point de vue de l'Agence régionale de santé et de l'assurance maladie aussi. Le statut, sachez-le, aujourd'hui, le statut des CPTS, c'est un statut associatif, donc pour des collectivités, comment on peut s'associer, enfin vous le savez, comment adhérer à une association, vous savez faire, mais voilà, c'est un statut associatif majoritaire. D'autres expériences ont été tentées, des SIC, mais je ne pense pas que ça ait abouti. Enfin, Hélène pourra nous le dire. On fera des réflexions là-dessus. Mais en gros, c'est une association d'abord et avant toute chose. On verra si dans le temps, ça résiste évidemment à la maturité ou la maturation de ces CPTS. Des financements d'amorçage, donc c'est important. Une CPTS est financée. C'est financé initialement par l'Agence régionale de santé via des financements d'amorçage. Et ensuite, c'est financé de manière conventionnelle, de manière pérenne, à des niveaux relativement importants, on pourrait dire même élevés, par l'assurance maladie. Donc, la collectivité, lorsqu'elle s'intéresse à évidemment une organisation qui se met en place, en tous les cas, le financement, ce n'est pas sa préoccupation. Vous savez, élu, qu'aujourd'hui, il existe tout un cadre de financement et que ce n'est pas votre problème. Le problème, c'est de savoir en quoi vous pouvez soutenir, en quoi c'est intéressant, en quoi une collectivité, des élus peuvent intervenir au sein d'une CPTS et aider à sa création et aider évidemment à l'amélioration, au final, du service aux patients sur le territoire. Voilà, les collectivités, je vous l'ai dit, sont partie prenante parce que soit elles sont acteurs de santé, soit directement par des centres de santé, c'est vraiment le soin, plus c'est la prévention, mais dans le soin et la prévention, soit à travers le médico-social, vous avez des EHPAD, vous avez d'autres services, soit dans le social, parce que voilà, les centres communaux d'action sociale, voilà, donc elles peuvent être membres, partenaires, on pourra en discuter. Diapo suivante. Les missions. Alors, je vous ai dit, une CPTS a des missions qui ont été définies dans la loi. Donc, il est important de revenir. Vous avez 3 missions socles. Vous avez les missions en faveur de l'amélioration à l'accès aux soins. C'est quand même une mission essentielle en ce temps de désertification médicale et de difficultés d'accès aux soins. Et avec 2 missions évidemment essentielles, en tous les cas définies comme essentielles, incontournables, Hélène, on ne peut pas y déroger. On doit, par la CPTS, apporter une réponse à l'accès à un médecin traitant à la population du territoire.
Et d'autre part, on doit améliorer ou proposer, ou en tous les cas s'articuler avec les choses qui se mettent en place dans la prise en charge des soins non programmés de ville, avec cette idée évidemment de répondre évidemment en ville à un maximum de demandes de patients, au risque sinon de voir ces patients eh bien, se perdre dans les méandres de nos services d'accueil des urgences et de manière inopportune ou en tout cas inadaptée. Il y a aussi des missions de faveur de l'organisation des parcours pluriprofessionnels où clairement là, il faut apporter des réponses à l'amélioration des parcours sur le territoire, donc de façon pluriprofessionnelle. Et enfin, des missions en faveur de la prévention et développer des actions en associant tous les acteurs du territoire. Et les villes, les communes sont souvent très investies, d'accord, sur la prévention et ont pour beaucoup d'entre elles des services de santé publique ou en tous les cas des choses qui s'y apparentent. Là encore, on voit une façon pour une ville, évidemment, de s'impliquer totalement, directement, opérationnellement dans une CPTS. Diapo suivante. Il y a des missions optionnelles, des actions en faveur de la qualité et de la pertinence des soins. Plein de choses peuvent être faites. Donc là, c'est d'ailleurs quelque chose qui est souvent très motivant. En tous les cas, j'ai pu le constater moi, sur le projet de CPTS. Il y a de vraies réflexions pluriprofessionnelles qui tentent à se dire comment améliorer évidemment la qualité des soins par une réflexion pluriprofessionnelle et évidemment en faisant référence à tous nos référentiels justement. Donc un certain nombre de choses sont mises en place qui sont tout à fait intéressantes. On pourrait répondre, mais voyons, on cite par exemple les groupes d'analyse de pratique pluriprofessionnels, évidemment les revues de dossiers qui se font, je dirais, traditionnellement dans les établissements de santé et en ville, dans les maisons de santé ou les centres de santé, peuvent être, par exemple, mises en place au sein d'une CPTS de manière élargie et au-delà des structures que je vous ai citées. Et puis, il y a des actions en faveur de l'accompagnement des professionnels de santé. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui intéresse tout le monde et les élus aussi, c'est en quoi la CPTS peut rendre le territoire attractif pour de nouvelles installations, pour évidemment des nouvelles implantations, j'ai envie de dire, de professionnels de santé sur des territoires qui sont en manque de médecins généralistes, de médecins spécialistes, d'infirmiers, de kinés, de sages-femmes, etc., etc. Donc voilà, plein de belles missions et bien de beaux objectifs. OK. Oui. Alors, j'ai vu la réflexion, elle est juste, elle pourrait être complétée évidemment. Je n'ai pas cité les dernières évolutions de l'ACI qui aujourd'hui prend en compte pour les CPTS des missions qui sont par exemple la réponse aux situations de crise sanitaire. Donc ça, c'est une évolution récente qui est importante effectivement. Et dont on peut se saisir les CPTS, pour lesquels ils peuvent être financés. En fait, de fait, toutes les CPTS qui étaient créées ou en cours de création pendant la crise Covid, eh bien, se sont saisies, évidemment, j'ai envie de dire, des problématiques générées par la crise sanitaire Covid pour mettre en place, évidemment, des organisations qui peuvent être des centres Covid ou des centres de vaccination Covid. Tout à fait. Voilà. Après, ça sera complété, bien évidemment. C'est toute la difficulté d'un PowerPoint un peu de temps. C'est les phases de création. Alors, bon, je ne l'ai pas remis à jour, mais en gros, c'est ça. C'est pareil, c'est issu de diaporamas de l'assurance maladie, je ne vais pas modifier. Bon, évidemment, il y a un moment donné, c'est quoi une CPTS? Comment, à un moment donné, on prend conscience que le territoire nécessite évidemment la mise en place d'un dispositif de coordination. Est-ce que la CPTS est ce dispositif de coordination qui répond aux attentes des professionnels de santé de ville et puis aux attentes des usagers et voilà, et qu'il y a évidemment un groupe de professionnels de santé qui est prêt à porter ce projet. À partir de là, évidemment, il faut rédiger soit une lettre d'intention, soit un dossier en fonction des territoires par lequel on fait savoir à l'Agence régionale de santé et à l'assurance maladie que sur ce territoire, un projet de CPTS est porté et de façon évidemment volontaire. En retour validation du projet, enfin, il peut y avoir des allers-retours, des discussions autour du projet et de ses grandes orientations, crédit d'amorçage, et ensuite, évidemment, il y a la construction stricto sensu de la CPTS qui reste en place, et de deux types, sur deux voies. C'est d'une part, évidemment, la constitution de l'association, la constitution nationale de l'Assemblée générale constitutive, et puis à côté de ça, la rédaction, évidemment, du projet de santé. Une fois que le projet de santé est déposé, évidemment qu'il y a un interlocuteur
officielle, eh bien, tout ça est déposé auprès de l'Agence régionale de santé de l'assurance maladie et à ce moment-là, il y a des discussions qui vont aboutir à la signature de la convention et qui va permettre évidemment à ces CPTS eh bien, de vivre tout simplement, d'accord, de fonctionner et de mettre en œuvre le projet de santé. Diapositive suivante. Ça, c'est juste pour illustrer pour les élus présents, d'accord, sachant que les choses évoluent encore en termes de financement, mais tout de même, c'est pour dire que derrière, vous avez des possibilités de financement à des niveaux tout à fait significatifs hein, pour ces CPTS, sachant que les dépenses d'une CPTS, la dépense principale, ça va être en fait le ou les coordinateurs, en fait, ça va être l'équipe de coordination de la CPTS qui va pouvoir assurer évidemment le lien, le bon fonctionnement, la bonne relation et la bonne mise en œuvre du projet et évidemment la mobilisation des processus de santé autour de ce projet. Donc, ça va être une masse salariale non négligeable forcément parce qu'il faut payer les gens à la hauteur de leurs compétences. Bon, et puis, il y aura d'autres financements. Donc, vous voyez, hein, je vous laisserai évidemment regarder ça plus en détail, mais les financements sont là. Diapositive suivante. Alors, les enjeux, les difficultés, c'est pareil, ce n'est pas exhaustif et ça peut être complété évidemment par toutes les personnes présentes. Et puis, les expériences des uns et des autres et les expériences en région pour ceux qui ont déjà porté ou gèrent des CPTS. Hein. Il y a quand même la première question, c'est évidemment qu'on doit regrouper des personnes et des professionnels de santé qui sont majoritairement des professionnels de santé libéraux. C'est comment donner, pour un certain nombre d'entre eux, pas tous, mais beaucoup en tous les cas, les amener à rentrer dans un dispositif qui est forcément collectif, avec un changement de paradigme où on passe évidemment d'un exercice qui est au service de sa patientèle à un service, évidemment, au service d'une population et au service d'un territoire. Comment fédérer, donc, voilà, autour d'un projet collectif, évidemment, les processus de santé. Alors, il faut savoir que quand même, nos institutions, l'assurance maladie, le ministère a inventé des choses remarquables quand même, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des incitations conventionnelles qui font qu'en gros, si vous voulez toucher un certain nombre de financements, quand vous installez, etc., quand vous avez des aides conventionnelles autres pour votre activité, aujourd'hui, on demande de cocher une case. Hein. Êtes-vous adhérent à une CPTS? Ce n'est pas neutre. Hein. Nous avons eu à notre niveau un certain nombre de nouveaux adhérents, hein, Nathalie, qui sont venus parce que derrière, j'ai besoin de devoir justifier que je suis adhérent à une CPTS pour pouvoir bénéficier d'un financement. Voilà. Bon, donc il faut le savoir. Mais évidemment, ce n'est pas ça qui motive la majorité des gens. Et ce n'est pas là-dessus qu'il faut fonder évidemment la motivation, c'est bien sur le projet lui-même. Mais voilà, je voulais quand même le dire. Les enjeux, il y a une gouvernance, hein, l'animation collective pluriprofessionnelle, donc attention aux enjeux de pouvoir, et forcément, hein, les médecins versus les infirmiers, versus les kinés, versus les sages-femmes, versus le médico-social, versus le truc. Une CPTS, vous avez bien compris qu'à un moment donné, vous allez créer une association. Dans l'association, vous allez avoir quand même beaucoup de liberté pour finalement mettre en place la gouvernance et l'organisation de cette association. Et donc, il peut y avoir des débats. Moi, je ne l'ai pas connu, mais je sais que d'autres l'ont connu, des débats où, par exemple, il y a une vision extrêmement médico-centrée de la CPTS. Hein. La CPTS doit être gérée d'abord par des médecins généralistes, pour des médecins généralistes. Il y a eu aussi, mais ça, dans d'autres territoires, par des médecins libéraux pour des médecins libéraux. Ça, c'est pour nous, les médecins salariés des centres de santé, ça n'a pas toujours été simple. Voilà, donc là, il peut y avoir des difficultés, soyons clairs. Il faut aussi imaginer que ces projets, évidemment, sont souvent supracommunaux, au-delà des territoires d'une commune. Alors, si je prends Hélène, c'est sur le territoire de Nanterre. Bon, moi, là-bas au sud, d'accord, c'est 3 communes. Ce n'est pas simple, hein, d'accord, parce qu'il faut faire, évidemment, toutes les démarches. Il faut expliquer, il faut prendre son petit dossier, il faut répondre aux questions. À la fois vis-à-vis des professionnels de ces territoires, qui ont l'habitude souvent de travailler sur leur territoire, hein, quand même, et puis avec les élus, on y reviendra. Évidemment, la cohérence des territoires est importante et elle n'est pas déterminée simplement en disant on s'aime bien, elle est déterminée quand même pour répondre à des besoins de patients, donc de pertinence de parcours. Il y a aujourd'hui un enjeu qui est mal évalué, une difficulté qui est mal évaluée, c'est la collaboration inter-CPTS, parce qu'une fois que vous avez une CPTS, quand vous travaillez avec évidemment le territoire d'à côté de l'autre CPTS.
c'est pas une frontière, hein, tout ne s'arrête pas là, hein, d'accord. Aujourd'hui, les structures qui sont limitrophes de 2 CPTS, leur patientèle est partagée forcément entre le territoire, là, mon territoire, c'est extrêmement fréquent, d'accord. Et c'est des questions qui aujourd'hui restent encore à traiter. Attention au mirage, hein, je le dis aux élus, hein, la CPTS, ce n'est pas le remède miracle. Hein, j'ai entendu des élus dire je vais créer une CPTS ou je vais favoriser la création d'une CPTS pour résoudre mon problème de certification médicale. Non, ça ne va pas créer des nouveaux professionnels de santé. Hein, c'est la formation qui crée des nouveaux professionnels de santé. C'est d'accord. Donc, c'est un outil au service, évidemment, d'une meilleure coordination des acteurs, mais ça ne va pas résoudre les problèmes que vous pouvez connaître d'accès à des médecins quand il n'y a plus de médecins. La place des collectivités, on y vient, d'accord, et des élus. Je remets mon micro. Alors, moi, là-dessus, je suis très clair. Et d'emblée, en tous les cas, on a pensé comme ça. Les collectivités sont totalement partie prenante et doivent être totalement partie prenante des CPTS. D'une part, parce que je vous l'ai dit, ce sont des acteurs, des actrices de santé, d'accord, via, là, je vous ai cité les centres de santé, protection maternelle et infantile, centre de planification et d'éducation familiale, je pourrais mettre CEGID, j'en oublie, hein, la liste n'est pas exhaustive, où des collectivités gèrent directement ou indirectement, par délégation, etc., d'accord, évidemment, de l'accès aux soins, de l'accès à la santé, de l'accès à la prévention. Donc, créer une CPTS sur un territoire et ne pas, en tous les cas, faire l'invitation aux collectivités qui géraient évidemment ces structures, ce n'est pas pour moi raisonnable et c'est contraire à l'intérêt même de la CPTS et évidemment des objectifs qui sont donnés à cette CPTS. Elles sont actrices du médico-social, EHPAD et autres, SIAD, etc. D'accord, actrices du social, évidemment, bien évidemment. Donc, évidemment, par tout leur champ d'intervention, les collectivités sont très naturellement, doivent être des membres, après associés sous quelle forme, mais des membres en filiale de CPTS. Il n'y a pas de doute pour moi là-dessus et je mets au défi aujourd'hui n'importe qui de me démontrer le contraire. Voilà. Quelle place de la collectivité dans une CPTS? C'est là où effectivement il peut y avoir discussion et c'est là au moment où une CPTS se crée, au moment où l'association se crée, où il va y avoir discussion autour de qui rentre dans cette CPTS, à quelle condition et pour y faire quoi. Donc là, évidemment, c'est là où il faut être présent et j'encourage les élus à ce moment-là, évidemment, à se manifester auprès des professionnels de santé qui porteraient évidemment ce projet de CPTS. Ça peut être informatif et contributif. N'importe comment aujourd'hui, quand une CPTS fait un diagnostic d'accord de territoire, évidemment, beaucoup d'informations sont détenues par les collectivités. Et contributive, évidemment, c'est apporter le point de vue de l'élu, sa vision et la vision que les administrés lui apportent. Donc, il faut rester connecté, évidemment, avec la population et les meilleurs, enfin, en tous les cas, l'un des témoins des attentes de la population sont aussi les élus. Et puis, dans le fonctionnement, les demandes de CPTS, c'est là où ça peut être directement participatif ou consultatif. Ça, c'est à discuter, d'accord. Donc, partenaires, membres associés, membres actifs. Mais en tous les cas, les collectivités, je les encourage fortement à s'intéresser au CPTS et à faire savoir, je vous dis, aux porteurs de projet qu'elles souhaitent s'associer à la réflexion et à la création de CPTS et, si possible, évidemment, au fonctionnement de ces CPTS. Ensuite, oui, alors ça, c'était l'illustration rapide. C'est juste pour vous dire, voilà, bon, c'est parfois long de créer une CPTS. Il y en a qui ont été plus vite que nous, hein, d'accord. Alors peut-être que nous, c'est les 3 territoires qui font que ça a pris du temps. Évidemment, on a été fortement impacté par la crise Covid, puisque l'idée de créer une CPTS a émergé en décembre 2019, de façon très, très concrète avec discussion avec l'ARS, et vous savez ce qui s'est passé par la suite. Donc, nous sommes en train de finalisation, ce n'est pas totalement fini, mais voilà. Mais on a déjà des effets mesurables. C'est-à-dire que rien que le fait de porter collectivement cette CPTS, d'associer évidemment des acteurs, vous allez voir, extrêmement divers et différents, eh bien, on l'a dit, on a pu créer assez facilement un centre Covid, créer sans difficulté le centre de vaccination, trouver les ressources au niveau de la CPTS, que d'emblée, les gens se connaissent mieux et probablement ont découvert des ressources sur le territoire qu'ils ignoraient en termes d'offres médicales ou médico-sociales.
Ça a repositionné, reprécisé les compétences. Je me souviens d'une belle discussion avec les sages-femmes, Nathalie, d'accord, et qui n'est pas terminée. Sur aujourd'hui, c'est quoi les nouvelles compétences des sages-femmes? C'est très, très méconnu, d'accord. Nous aurons bientôt discussion avec les pharmaciens qui méconnaissent un certain nombre de dispositions et de dispositifs et qu'on va mettre en lien avec les centres de planification familiale. Voilà. Mais c'est aussi la CPTS, par moment, c'est grand coup de barre, hein, c'est grosse dépression, parce que quand on vous réunit et vous dites, au fait, il y en a encore 2 qui sont partis en retraite, il y en a 3 qui vont partir bientôt, ah bah là, j'ai plus de PMI sur le territoire, en tous les cas active, je parle de mon territoire, bien sûr. Bah, c'est les constats de carence, d'accord, et à chaque fois, il faut surmonter, évidemment, parfois, voilà, ce sentiment que, bon, on crée quelque chose, mais est-ce que ça va vraiment répondre, évidemment, aux attentes de tous et améliorer les choses? Bon, ben, ça, c'est le rôle des animateurs. J'en fais partie, moi, sur un CPTS. Il faut remonter le moral en permanence à tout le monde et redonner des perspectives, bien évidemment. Diapositive suivante. Voilà, vous avez le droit au nouveau logo, alors il n'est pas totalement finalisé, ce n'est pas dans l'ordre. En fait, quand je l'ai vu ce matin, je me suis dit, c'est marrant, ça fait un peu royal, là. J'ai pensé à... C'est un peu couronne, hein. On est bien d'accord, ouais. Bon, bah, c'est celui qu'on a choisi, hein. Bon, là, on va pas revenir dessus. Bon, voilà. Pour vous dire, aujourd'hui, c'est une association qui compte 85 adhérents. Quand je dis 85 adhérents, c'est soit adhérents individuels, soit des structures. Et bah, vous voyez, il y a les 3 communes qui sont adhérentes. D'accord. Alors, le représentant, pareil, astuce, ce n'est pas les élus qui viennent siéger dans les structures, dans les instances opérationnelles. Ce sont évidemment des personnels de la ville qui sont délégués. Donc, soit le directeur du centre de santé, quand c'est des centres de santé, soit la chargée de mission santé publique, etc., avec derrière, évidemment, une information qui est donnée aux élus. Mais ça évite parfois les malentendus, évidemment, qu'on peut avoir avec des professionnels de santé lorsqu'on est dans l'opérationnel. Les établissements de santé secteur sont adhérents, les services de soins de suite et de réadaptation sont adhérents, les établissements médico-sociaux, on en a plein, sont adhérents, le DAC est adhérent, et la diversité professionnelle, eh bien écoutez, on a à peu près toutes les professions qui sont représentées. Évidemment, donc ce n'est pas 85 adhérents, ça représente 200, 300, 400 professionnels si on prend évidemment la totalité des équipes, par exemple des centres de santé, maisons de santé, établissements de santé. Et les premiers effets mesurables, je vous l'ai dit, on va passer parce que là, je me répète. D'accord, voilà. Oui, je vais te demander, Eric, de conclure pour qu'on puisse laisser un petit peu de temps à la discussion. Merci, tu es formidable. Voilà, juste, je voulais juste mon petit clin d'œil. Bah ouais, je sais bien, Francis, hein, d'accord. Dans la conclusion, tu remarqueras une phrase quand même à la fin. Bon, nouvelle organisation territoriale, les collectivités loyées par CCP s'y intéressent évidemment. Est-ce que ça préfigure une certaine forme de service public territorial de santé? À partir du moment où on fait adhérer l'ensemble des professionnels de santé, quel que soit leur mode d'exercice, d'accord, l'ensemble des établissements, quel que soit leur mode d'exercice, qu'ils soient d'ailleurs privés, lucratifs, privés, non lucratifs ou publics, d'accord, à un projet qui est un projet commun territorial, d'accord, et populationnel. C'est une forme de service public sur le fond. Peut-être que ça s'appellera comme ça à la fin, et ça nous fait penser à Marisol Touraine, hein, qui, tu te souviens, voulait créer un service public territorial de santé, justement. J'ai fini, hein, Francis. Merci beaucoup, Eric, c'est super, hein. Moi, je suis très content. Tu as vu, tu as 2 questions. Pouvez-vous préciser les modalités d'adhésion aux collectivités, participation à la gouvernance? Et puis, une autre question que j'ai perdue, que je vais retrouver, qui était… je vais la retrouver. L'articulation avec le CLS ou le CLSM. Merci, Daniel. De rien, Francis. Vas-y, Eric. Oui, oui. J'ai commencé par ça. CLS, CLSM, hein, c'est les collectivités qui portent les CLS, les CLSM. Donc, à un moment donné, le CLS ou le CLSM peut être une façon, d'accord, évidemment, d'intégrer de manière opérationnelle la CPTS, parce que, évidemment, c'est une offre de coordination aussi, le CLS et le CLSM, et donc, par exemple, votre ville décide de dire, je souhaite participer à l'élaboration du projet de santé et coopérer à la CPTS à travers ce service, eh bien, c'est une excellente façon, évidemment, de dire que ça ne va pas être simplement la présence d'élus comme ça, c'est avec la présence d'élus pour porter, évidemment, le projet de santé lui-même, d'accord, de la CPTS. Donc, c'est comme ça. Ensuite, pour ce qui est de l'adhésion des élus, sous quelle forme? Là, c'est les statuts de l'association qui vont en décider. Donc, nous, on l'a prévu à travers, d'accord, en mettant que les villes, évidemment, pouvaient adhérer à travers leurs services de santé. D'accord. Donc, évidemment, nous, la ville de Malakoff, la ville de Vanves ou la ville de Châtillon,
ont adhéré à travers leur service de santé, d'accord, et évidemment ont nommé, en termes de représentants de la ville, eh bien, pour avant, par exemple, ils n'ont pas de centre de santé, eux, hein, d'accord, mais ils ont un service de santé publique, et c'est donc la chargée de mission de santé publique qui est présente, évidemment, dans la CPTS au titre de la ville. Donc là, c'est vraiment une discussion autour des statuts de l'association, mais il y a peut-être d'autres expériences autour de l'écran, si j'ose dire, hein, d'accord, d'intégration des services de la ville et des villes, d'accord, dans ces projets. Merci beaucoup, Eric. C'était extrêmement instructif et précis et sur le point, comme on dit en anglais. On va donner la parole, parce que je suis gardien des horloges, on va donner la... Non, non, mais c'est parfait. On va donner la parole à Hélène Colombani, qui est à mes côtés et qui va se présenter elle-même, je préfère. Hélène, tu as la parole. Bonjour à tous. Donc, il y a un écho. Je vais fermer mon son. On doit... Voilà, c'est bon. Donc, je me présente. Je suis présidente de la Fédération nationale des centres de santé, par ailleurs directrice de la santé sur la ville de Nanterre, médecin généraliste et coprésidente de la CPTS de Nanterre. Je participe aussi au réseau européen des soins primaires. Donc, je peux peut-être lancer le PowerPoint, si c'est possible. Donc, alors, les centres de santé, on a beaucoup d'images des centres de santé qui circulent dans les médias, il y a l'historique qui souvent donne une image un petit peu vieillotte au centre de santé. Là, par cette présentation, je voulais vous parler des centres de santé et plus particulièrement des centres médicaux et polyvalents maintenant, actuellement, et faire à la fois qui sont-ils, comment fonctionnent-ils, d'où viennent-ils et comment se projettent-ils. Donc, je vais essayer, dans le temps imparti, je n'aborderai pas le modèle économique parce que ce serait trop long, mais bien sûr, je suis disponible par la suite pour répondre à des questions sur ce sujet. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Alors, pour remettre un petit peu le cadre des centres de santé, donc ils sont inscrits au Code de santé publique, qui est leur dernière modification date de 2018 par ordonnance. Et donc, pour un petit peu, alors le champ d'intervention, c'est les soins primaires, les soins, c'est l'ambulatoire, donc il n'y a pas d'hospitalisation dans les centres de santé. C'est le premier recours en premier lieu, mais aussi il y a beaucoup de spécialistes, notamment par exemple par des conventions avec les établissements hospitaliers. Et comme vient de le présenter Eric, ils s'inscrivent aussi maintenant dans les communautés professionnelles territoire santé. Les centres de santé, c'est une grande diversité. D'abord, au niveau de la typologie, on parle de centres de santé polyvalents, donc qui vont associer médicaux, médico-infirmiers, médico-dentaires. Donc, on va avoir, selon les territoires, les lieux, différents types
de centres de typologie. Il va y avoir les centres infirmiers qui vont être beaucoup en zone rurale, les centres dentaires qui vont, par exemple, il y en a beaucoup dans le sud de la France. Et puis, donc aussi, on a maintenant, avec la dernière ordonnance, la possibilité d'antennes qui sont liées à des centres principaux avec certaines caractéristiques. Une diversité de gestionnaires aussi. C'est des organismes à but non lucratif. Les associations loi 1901, c'est même les principaux gestionnaires de centres de santé. Les collectivités, alors les communes, les EPCI notamment. Alors, on a aussi les départements et les régions, mais qui ne sont pas directement cités dans cette ordonnance. Il y a les établissements hospitaliers publics privés. Après, vous avez tout ce qui est assurance maladie. Vous avez par exemple le régime des mines, vous avez les CEPAM, qui ont les congrégations religieuses. Je parlais des régions aussi, donc il y a la région Centre-Val de Loire, la région Occitanie qui mettent en place une politique de création de centres de santé. Ils ne le font pas directement parce que les régions n'ont pas de compétences en santé, mais donc ils le font par l'intermédiaire de groupements d'intérêt publics. Les professionnels, donc qui sont salariés, alors le salariat peut prendre différents modes, salariat à la fonction, salariat à l'acte, mixte, le travail en équipe pluriprofessionnelle et coordonné. Alors, des missions qui sont obligatoires, donc pratique du tiers payant. Donc, on a obligation de pratiquer le tiers payant. On est en 5h1, pas de dépassement d'honoraires. Et puis, on peut, pratiquer l'IVG médicamenteuse et instrumentale. C'est aussi, notamment, j'en reparlerai après, les missions de prévention de santé publique. Ce sont des lieux de formation initiale pour les professionnels de santé, que ce soit médecins, infirmiers, sages-femmes, psychologues, et aussi des lieux de recherche. Et on peut trouver des centres de santé universitaires qui se créent si ils répondent aux critères. Par exemple, le premier qui s'est créé, c'est le centre de santé de la ville de Pantin, qui est universitaire. Donc, passer à la diapo suivante. Pour faire un peu d'histoire quand même, les centres de santé, ils sont héritiers des dispensaires au XVIIe siècle. Théophraste Renaudot avait mis en place les consultations charitables pour les gens qui étaient très pauvres. Ensuite, au XIXe siècle, on a été plutôt sur le principe de la solidarité qui a remplacé celui de la charité. Donc, il y a des organisations de familles ouvrières où on met en place un système d'entraide solidaire et dont ils créent des centres de soins pour ces communautés. Et puis, petit à petit, vont émerger de nombreux centres de santé portés soit par des associations caritatives, des mutuelles, des municipalités qui s'inscrivent tout à la fois dans le courant hygiéniste de cette période
et aussi humaniste pour favoriser l'accès aux soins. Donc, déjà, on était dans cette histoire, dans la perspective de lutter contre la désertification médicale, parce que dans les territoires un peu relégués, les banlieues urbaines, les médecins s'installaient peu parce que patientèle peu solvable, il faut bien dire, et du coup des difficultés d'accès aux soins dans ces banlieues. On peut noter une figure importante du mouvement des centres de santé, le docteur Jean-François Rey, qui a été le fondateur des centres mutualistes des Bouches-du-Rhône. Et j'en parle parce qu'il a été un précurseur, je dirais, puisqu'il a inscrit le soin dans la santé. Il a travaillé beaucoup sur les déterminants de santé, les conditions de vie, la santé au travail. Il a impulsé des démarches préventives dans ces centres et apporté la notion de responsabilité sociale. Il a aussi apporté en fait cette suppression du lien d'argent direct entre le médecin et le patient, ce qui n'était pas rien à l'époque. Et comme vous pouvez vous en douter, ça s'est heurté beaucoup à la médecine libérale. Il y a eu beaucoup de frictions puisque ça contrevenait à la charte de la médecine libérale. Donc, sur les territoires, ça a chahuté un peu beaucoup. Donc, on peut passer à la... Voilà. Donc maintenant, pour sortir de l'histoire, pour revenir maintenant, on dispose d'un observatoire des centres de santé qui a été mis en place en 2016 et qui nous permet d'avoir des données. En fait, tous les centres de santé, pour bénéficier des financements de l'accord national, doivent se donner annuellement beaucoup de données, je dirais, sur une plateforme de la TIH qui est, comment dire, une plateforme hospitalière d'ailleurs, d'information hospitalière. Et grâce à cet observatoire, donc, on peut avoir un certain nombre d'éléments. Donc, quelques-uns. Donc, les centres de santé, comme vous pouvez le voir, ont comment dire, beaucoup augmenté en fait ces 5 dernières années. Là, vous voyez que depuis, par exemple, 2019, on a plus 38% de centres de santé. Ce qui est marquant, c'est que en fait, tous les territoires en fait se mettent à créer des centres de santé, alors qu'avant les centres de santé étaient plutôt en Île-de-France, il y en a énormément. Il y en avait aussi pas mal en région PACA et qui étaient plutôt mutualistes. Dans le nord et l'est, c'était le régime des mines. Donc, avec plutôt donc, une localisation urbaine. Actuellement, on observe d'une part des créations un peu partout, y compris en zone rurale, semi-rurale, mais aussi les centres de santé, c'était quelque chose qui était quand même considéré plutôt des créations par des communes, des collectivités à gauche. Il y avait quand même une image assez marquée. Là, on voit que dans de nombreux endroits, des collectivités qui sont à droite créent des centres de santé. Donc, en fait, on voit que s'estompe un peu
comment dire, cette démarcation et que les centres de santé sont considérés en fait comme des outils pour créer une offre de santé sur un territoire. Donc, on va passer à la diapo suivante. Alors là, c'est extrait d'un rapport, mais là, vous voyez la carte du nombre d'ouvertures de centres de santé médicaux et polyvalents en France depuis 2017. Et vous voyez que bon, il y en a beaucoup en Île-de-France, mais là où il y en a le plus gagné c'est en Nouvelle-Aquitaine. Mais vous voyez que aussi il y a des créations nouvelles sur d'autres territoires. Alors là, c'était pour montrer un peu la diversité des centres de santé. On voit que il y a les gestionnaires ont plutôt les collectivités territoriales ont plutôt des centres de santé polyvalents et médicaux. Les associations, il y a un peu de tout. On voit qu'il y a des centres de santé dentaires. Je m'arrête quelques secondes pour parler des centres de santé dentaires qui nous posent quand même quelques soucis, qui utilisent en fait le modèle des centres de santé pour promouvoir un modèle un peu marchand, on va dire, et qui n'est pas, comment dire, respectueux des usagers. Et on a vu quand même des catastrophes sanitaires créées par un certain nombre de centres de santé. On essaye de travailler avec le ministère, les ARS et l'assurance maladie pour essayer en tout cas de les soutenir parce que ce n'est pas toujours facile de les identifier à l'ouverture et donc on essaye de trouver un peu de faciliter le repérage. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai problème. Les mutuelles, elles ont beaucoup de centres de santé dentaire en région PACA, mais ça, c'est l'histoire. C'était les mutuelles, elles essayaient de favoriser l'accès aux soins dentaires de leurs adhérents. Les organismes de sécurité sociale, c'est plutôt des centres polyvalents, etc. Donc, vous voyez, la typologie varie selon les types de gestionnaires. Diapo suivante. Donc, ça, c'est un peu ce que je viens de dire, mais vous voyez que les collectivités représentent 23% des centres de santé, les associations 46%, donc c'est le principal. Après, vous avez des centres de santé portés donc, par les organismes de sécurité sociale, les mutuelles et instituts de prévoyance, diverses congrégations, les universités aussi, qui ont transformé leur centre de médecine préventive en centre de santé, et les établissements de santé hospitaliers, qui sont, il n'y en a pas beaucoup. Diapo suivante. Merci. Donc, les professionnels de santé, là, je me centre un petit peu sur les professionnels des centres médicaux et polyvalents. Toujours sur les données de l'Observatoire, on a 22 326 professionnels de santé. Sur la totalité des centres de santé, il y a 45 800 professionnels sur l'ensemble des centres de santé. Donc, les centres médicaux et polyvalents représentent à peu près la moitié. 66% de ces professionnels sont des professionnels de santé. Et puis, donc, principalement, vous avez des médecins généralistes et des spécialistes. Après, vous avez aussi des professionnels médico-sociaux
et des personnels médico-administratifs de support, les secrétariats, le tiers payant, les directions administratives selon la taille des centres. Donc, comme vous voyez, le nombre de professionnels est en augmentation depuis quelques années. Là, je vous ai mis 2019 et 2021. Je n'irai pas plus loin pour avancer, mais donc, en tout cas, cela témoigne en fait, je disais, le nombre de centres augmente, le nombre de professionnels augmente. C'est vrai que les nouveaux centres qui se créent sont en général plus petits que ce qu'on peut voir, par exemple, en région parisienne, puisqu'ils commencent petit à petit, il y a 2, 3 professionnels, et puis au fur et à mesure, ils enrichissent leur équipe. La diapo suivante. D'accord. Donc là, j'illustre avec une représentation du service santé de Nanterre, mais en gros, pour faire rapide, puisqu'il me reste plus que 5 minutes, les centres de santé s'inscrivent dans un territoire. Et dans ce territoire, on sait que la santé des populations, ce n'est pas uniquement l'offre sanitaire. Il est important aussi développer une offre de santé publique qui va permettre de travailler les déterminants de santé et donc répondre aux besoins de santé des territoires. Concrètement, les centres de santé s'inscrivent dans une responsabilité populationnelle. Bon, c'est un nouveau mot à la mode qui vient du Québec, mais ça veut dire quoi? C'est qu'on n'est pas que médico-centré, on est aussi attentif à ce que on renforce les dispositifs de prévention et surtout qu'on articule l'ensemble pour faire un tout cohérent. Parce que malgré tout, si on va faire des dépistages, à un moment, il va falloir des professionnels de santé pour faire le suivi des dépistages. Par exemple, on fait des actions de prévention de dépistage bucco-dentaire dans les écoles. S'il y a des caries, à un moment, il faut qu'ils soient soignés. Donc, l'idée, c'est quand même de créer des parcours cohérents. Et ça s'inscrit à la fois sur le territoire en s'appuyant sur les structures de soins, mais aussi sur les diagnostics portés par les contrats locaux de santé, les conseils locaux en santé mentale, les ateliers santé-ville et maintenant tout ce qui est autour aussi des dispositifs santé environnementale. Donc, on peut aller sur la diapositive suivante. Donc, voilà, hein, les centres de santé sont des acteurs de santé publique et s'inscrivent donc dans un territoire avec un projet de santé qui s'appuie sur un diagnostic territorial et ce diagnostic territorial, il va essayer d'identifier les leviers et les freins à l'accès à la santé, et notamment en réfléchissant et en analysant les déterminants de santé sur le territoire. Donc, on peut aller sur la diapositive suivante. Voilà, vous trouverez là des liens vers des structures représentatives. Donc, la Fédération nationale des centres de santé, dont je suis la présidente. Vous avez le lien sur le site avec beaucoup d'informations. L'Union syndicale des médecins en centre de santé, dont Eric est le vice-président, après avoir été longtemps le président. Donc là, pareil, vous avez les liens. Nous avons aussi la Fabrique des centres de santé qui accompagne les porteurs de projets en centre de santé. Hein, c'est un appui opérationnel sur le terrain. Et l'Institut Jean-François Rey qui soutient le développement de la recherche en soins primaires.
Donc, vous avez les liens vers les sites. La diapositive suivante. Donc, là, c'était juste pour dire qu'on a aussi un regroupement informel de toutes les fédérations et tous les gestionnaires des centres de santé. Et oui, donc on discute notamment des sujets qui nous lient, notamment l'accord national et sujets conventionnels. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Et donc, pour aller plus loin, donc, des documents récents. Là, vous pouvez y accéder gratuitement et les télécharger gratuitement. Dynamique des créations des centres de santé entre 2017 et 2021. Donc, vous avez un certain nombre d'éléments. Vous avez un rapport qui a été fait dans le cadre du projet Epidor Santé Territoire avec la Banque des Territoires, avec 2 sociologues qui fait un peu un état des lieux de la littérature, une revue de la littérature sur la médecine sociale, et donc avec des pistes de réflexion pour imaginer des organisations innovantes pour garantir l'accès aux soins. Et la diapo suivante. Et donc, Eric en parlait en début, donc ce rapport qui vient de sortir, que je vous invite à regarder. Il y a un avis et un rapport complet, mais en gros, il part du principe qu'il faut faire bouger les soins primaires, que là, il y a eu trop... ça fait des années qu'on est un peu dans l'immobilisme, que le système ambulatoire est figé et ne répond plus aux besoins de demain. Et donc la FNCS, et donc moi je représente la FNCS, c'est partie prenante puisque je suis membre du haut comité de l'assurance maladie. Nous avons travaillé pendant 2 ans sur ce rapport, il y avait eu un rapport en 2018, et donc là il le pousse un peu, et notamment avec des pistes de réflexion pour tout de suite, parce que c'est l'urgence sur beaucoup de territoires pour l'accès à la santé, mais aussi pour restructurer en profondeur les soins ambulatoires. Moi, j'aime pas trop soins, mais plutôt la santé, parce que tout ça est très lié, et notamment en s'appuyant énormément sur les centres de santé, les maisons de santé et les CPTS qui doivent permettre de structurer les réponses sur les territoires. Et juste une petite, pour terminer, donc la dernière diapo, mais Eric pourrait en parler puisque c'est lui le grand organisateur. Le 6 et le 7 octobre prochain, le 61e Congrès national des centres de santé, qui aura pour titre « Enfin la santé publique », pour dire que, justement, ce que je disais, la responsabilité populationnelle, être acteur de santé publique, c'est important pour les centres de santé. Merci beaucoup, Hélène, de cette excellente communication volontariste, très claire, de très haut niveau. Moi, j'ai appris plein de trucs. Merci beaucoup. S'il y a, je n'ai pas vu de questions sur le chat. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que vous allez recevoir. C'est extrêmement riche, hein, les deux intervenants sont effectivement d'une richesse importante. Ensuite, Hélène vous a donné les liens qui vous permettront d'aller plus loin, comme elle le dit. Je pense effectivement, on ne peut que remercier encore Hélène d'avoir pris du temps. Et moi, je suis particulièrement privilégié, puisque je suis à ses côtés, d'avoir bénéficié de son enseignement et de son apport. On va donner tout de suite la parole, parce que le temps file. J'avais une question, La parole Francis. à Nathalie de Rosier sur les DAC. Nathalie, tu as la parole. Francis, j'avais levé la main.
Oui, nous avons une question juste avant qui... J'avais levé la main, Daniel, Francis. de Daniel, Francis. Vous m'entendez? Oui, Véronique, vas-y, vous m'entendez? Daniel. Oui, Oui, vas-y. alors, Salut. bonjour tout le monde. J'avais écrit à Hélène Colombani dans le chat en lui demandant si je pouvais la contacter par On a perdu téléphone. Nathalie. Non, il ne m'entend pas, Francis, alors. Vas-y, Non, continue, Daniel, le temps que Francis Oui, donc Je j'avais t'entends demandé à Hélène. je t'entends pas, Véronique. Non, il C'est entend Daniel personne. qui parle, c'est Daniel qui parle, Francis. Juste en 2 mots, vas-y, Daniel, vas-y. Oui, j'avais demandé à Hélène Colombani si je pouvais la joindre par téléphone parce que j'ai un gros souci dans mon centre de santé municipal. Donc, moi, je suis la première adjointe à Ivry-Courcouronnes, c'est la préfecture de l'Essonne. Un centre de santé municipal historique qui a 45 ans, des médecins militants, etc. Et puis, évidemment, comme partout, les médecins sont partis à la retraite, 5 postes ouverts, seulement 3 médecins en poste. Et voilà qu'à la rentrée, c'est-à-dire la semaine dernière, les 3 nous ont annoncé en même temps que les 3 partaient. Alors, on est dans une ville dynamique, une CPTS dynamique, une grosse part de leur temps de travail qui n'est pas que du curatif, mais aussi du préventif avec les ateliers santé-ville, etc., médecins de crèche, enfin bref, une belle dynamique. Sauf qu'on a juste un problème avec la grille tarifaire. Enfin, moi, mon problème, c'est la DRH qui me dit c'est comme ça la grille et c'est pas, en gros, pas autrement. Et les centres de santé privés, alors 10 centres de santé, mais qui pour moi n'en sont pas, mais enfin bref, le RAMC qui vient de s'installer à 3 km juste à côté vient de nous piquer 2 des médecins, 2 des 3, en rajoutant 2000 balles au salaire. Et moi, Oui, un truc à 6 000 alors euros. c'est vrai qu'il y a... En fait, l'histoire, c'est que je ne peux pas concurrencer. Alors, je pense que votre DRH, il faut qu'elle avance. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Après, pour vous rassurer, c'est une problématique que vous partagez avec énormément d'autres communes qui sont employeurs de professionnels de santé. Il y a à la fois, comment dire, c'est vrai qu'ils ont un peu un statut à part dans les communes, puisque ce n'est pas des médecins, ce n'est pas des fonctionnaires. Ils sont généralement, ils sont contractuels, donc avec CDD de 3 ans une fois, et puis deuxième CDD au bout de 6 ans, il y a un CDI. Mais la grille de taux horaire d'évacuation, elle n'a pas évolué, je pense, depuis plusieurs années. C'est ça. Et donc, après, c'est une décision politique de passer en conseil municipal, de modifier le taux horaire d'évacuation. Et par ailleurs, le problème rencontré, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'évolution de carrière. Donc, un médecin qui a 20 ans d'exercice est payé de la même manière. Un médecin, un chirurgien dentiste, c'est pareil. C'est les mêmes cas de figure, sont payés de la même manière, quelle que soit leur ancienneté. Donc, ça, c'est vrai que c'est extrêmement problématique. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas appliquer directement la grille hospitalière, mais on peut l'adosser. On peut s'y adosser et créer des barèmes, des tarifs de vacation qui, par exemple, à 3 ans, c'est tel tarif, à 6 ans, et recréer, une grille d'évolution salariale. Je pense que tout le monde a envie d'évoluer au niveau salaire au cours de sa vie. Et je trouve juste aussi qu'un médecin ou un chirurgien dentiste ou un autre professionnel qui a 20 ans d'ancienneté soit payé différemment. Il est plus mature dans sa pratique, il voit souvent plus, il voit plus de monde, plus rapidement, etc. Et puis, il fait bénéficier de son expérience à toute l'équipe. Donc, ça, je pense, mais ça, c'est le conseil municipal qui va décider des tarifs horaires. Alors après, au niveau national, on est en train d'essayer de travailler
à ce qui est une grille de médecine ambulatoire. Je dois dire qu'on n'est pas extrêmement entendu par les pouvoirs publics sur ce sujet-là pour le moment, mais on va certainement remonter sur le sujet, d'autant plus que maintenant les maisons de santé vont pouvoir aussi salarier des professionnels de santé, donc ils vont avoir les mêmes problèmes de rémunération. Donc on va être plus à monter au créneau, ce qui va permettre peut-être de faire bouger les lignes, parce que aussi ce qui serait l'idéal, c'est créer aussi des vases communicants avec l'hôpital et les structures ambulatoires pour permettre à ce que des médecins puissent exercer dans des lieux différents, en fait, qu'il y ait plus de fluidité dans les parcours professionnels. Et là, en fait, je ne sais pas si j'ai répondu. Si, bien sûr, mais ce sont des… Daniel, on va être très juste là, parce qu'il y a d'autres questions. Il y a la dernière intervention de Nathalie. Je suis désolée de l'avoir interrompue pour te permettre de poser la question. Mais ce qui ne vous empêchera pas, en tous les cas, toutes les deux, de continuer cet échange extrêmement intéressant. Francis, tu peux reprendre, excuse-moi. Daniel a posé sa question et Nicolas, on va aussi décaler parce que normalement, on termine à 13h30, donc on va décaler un peu pour ceux qui peuvent rester. Francis, je te laisse introduire à nouveau. Non, mais je te remercie. J'étais en train d'essayer d'envoyer un SMS à Nathalie parce qu'effectivement, il nous reste 5 minutes dans le temps imparti. Et je veux dire, c'est peut-être un petit peu dommage. On aura d'autres webinaires. Je ne sais pas, je vais demander l'avis de Nathalie parce qu'on peut donner un quart d'heure, mais après, effectivement, tout le monde a des impératifs dans l'après-midi. Nathalie, je te donne la parole, savoir si tu veux. On peut parfaitement décaler dans un autre webinaire ton intervention. Ça dépend un petit peu de tes options à toi. Nathalie, tu as la parole pour savoir ce que tu veux faire. Oui, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Effectivement, on peut tout à fait reporter. Il n'y a pas d'urgence. donc voilà. C'est vraiment un processus, vraiment en cours de déploiement, les DAC, puisque l'Île-de-France est recouverte avec 22 DAC, mais ce n'est pas le cas des autres régions. Donc voilà, ça peut attendre parce que je pense que ce serait dommage de réduire l'intervention à 5 minutes parce qu'on a quand même 2 grandes missions complémentaires. Et voilà, je ne voudrais pas gâcher la présentation de ce beau dispositif, en fait. Bon, écoute, je suis bien d'accord. Merci comment dirais-je, de ta flexibilité. Peut-être ce que je peux te donner quand même, c'est 5 minutes comme teaser pour dire à quel point il sera important de se connecter lors du prochain webinaire pour dire peut-être en 5 minutes comme ça, sans support audiovisuel, quel est ton rôle et comment toi tu vois l'articulation justement entre les différents offreurs de soins et le travail de fond que tu mènes sur le DAC en 5 minutes sans support pour te laisser quand même un peu la parole et un peu comme voilà, une sorte d'apéritif et de teaser, comme on dit, je n'ai pas le synonyme en français, pour titiller. Voilà. D'accroche. Merci Véronique. Donc Nathalie, je te donne 5 minutes et après je fermerai la session qui a été extrêmement riche et on ne regrette pas effectivement les interventions des 2 intervenants qui sont d'une richesse incroyable et qui montrent aussi le chemin qui nous reste à parcourir. On a bien vu aussi dans l'intervention d'Hélène les orientations du HCAM et il y a encore un peu de travail. Nathalie, je te donne 5 minutes et mille merci de ta flexibilité. Oui, alors je pense qu'effectivement, c'est important pour vous donner envie d'être là la prochaine fois, de dire que pour le coup, les dispositifs d'appui à la coordination ont vraiment un rôle, je pense, important à jouer auprès des collectivités locales au sens large. Aujourd'hui, donc moi, je suis en charge de l'animation territoriale donc, dans un dispositif d'appui à la coordination qui est sur le Sud 92, donc 14 communes d'ici les Moulineaux à Antony, ce qui fait à peu près 550 000 habitants. Donc, on a 3 dispositifs dans le département et compte tenu d'une part on va dire, de la forme du département et de sa population qui est assez importante. Donc, il y a 3 dispositifs d'appui. Voilà, juste pour vous dire que souvent, vous aurez un seul interlocuteur sur un département et quelquefois, vous aurez un interlocuteur avec plusieurs antennes.
Voilà. Donc, pourquoi c'est important de parler des dispositifs d'appui et surtout de les connaître quand on est élu? C'est qu'en fait, ils peuvent venir, alors je suis désolée, ça fait redite, mais ils vont venir en appui sur finalement beaucoup de vos projets. Ils peuvent également être là pour vous aider dans tout ce qui est décision, prise de décision, notamment, alors ça va faire écho à ce qu'ont dit Hélène et puis Eric, mais par exemple, il y a des villes qui s'interrogent sur la création d'un centre de santé, d'une maison de santé, voire d'une structure hybride. Donc, en tant que chef de projet animation territoriale, moi, je les aide un peu dans cette réflexion, sachant qu'évidemment, la décision, in fine, hein, c'est évidemment eux qui la prendront, mais je vais leur apporter tous les éléments pour qu'ils aient vraiment une visibilité sur l'ensemble des dispositifs et qu'ils soient vraiment clairs dans leur prise de décision. C'est aussi sur les territoires où il n'y a pas forcément une dynamique importante, essayer de lancer une dynamique, donc évidemment en lien avec les mairies. Alors ça, je rebondis sur ce qu'a dit Eric et puis Hélène. Donc moi, je crois vraiment à la place des villes, à la fois dans les CPTS, mais également dans les dispositifs d'appui à la coordination. Dans notre gouvernance, nous, on a donc plusieurs représentants de villes, dont Eric, qui est notre président, mais pas que. C'est aussi vous aider, par exemple, quand il y a des événements style Octobre Rose, vous aider à déployer des actions au moment justement de tout ce qui est campagne de prévention dépistage du cancer du sein. Donc, on a des experts dans notre équipe qui savent très bien faire. C'est aussi initier, c'est-à-dire aider en tout cas les professionnels à se mobiliser pour se lancer dans des projets de CPTS. Ça a été beaucoup le cas sur notre territoire, puisque Eric était là avant mon arrivée sur son projet, mais il y avait une partie du territoire où il n'y avait pas encore d'initiative. L'idée, c'est d'accompagner les porteurs de projets. Donc moi, je me suis beaucoup appuyée sur les villes et je ne le regrette pas. Quand je dis les villes, c'est les centres de santé municipaux qui sont très nombreux dans le Sud 92 et qui sont déjà dans un esprit de coordination, d'exercice pluriprofessionnel. Donc, ils ont pour moi déjà tout compris depuis longtemps. Donc, l'idée, c'est de pouvoir les mobiliser sur ces projets de CPTS et qui deviennent en fait des moteurs, des leaders, tout en sachant qu'une communauté professionnelle territoriale de santé, ça s'appuie sur des professionnels de ville et pas des professionnels libéraux. Et ça, je pense que ça fait une différence de taille. Donc, du coup, moi, il y a des villes qui m'ont dit, des équipes de centres de santé qui m'ont dit, on n'est pas en capacité de faire le job seul, on a besoin d'aide. Donc, en fait, je leur ai dit, je suis là. Donc, j'anime, par exemple, à Issy-les-Moulineaux, je prends beaucoup de plaisir à le faire. J'anime des groupes de travail. Je suis moi-même ICN, donc je trouve que ça me va bien. Et puis, quelque part, pas professionnelle de santé, mais en tout cas professionnelle du monde de la santé, je vais les aider à réfléchir autour des priorités dans la ville. Et en fait, je les aide vraiment à faire sortir quelque chose, un projet de santé, et pour tout ce qui est un peu ingrat pour un professionnel de santé, notamment le côté, on va dire, administratif. Donc, je vais les aider pour rédiger et faire en sorte qu'on avance sur le projet, mais qu'ils ne soient pas embourbés dans des choses qui ne les intéressent pas forcément, mais qu'on les utilise, entre guillemets, vraiment pour leur expertise en matière de santé. Donc, je pense que les dispositifs d'appui à la coordination sont là pour ça, c'est-à-dire apporter de l'aide aux acteurs au sens large, et les communautés, les collectivités territoriales sont des acteurs de santé, des actrices de santé. Et donc voilà, c'est leur permettre finalement d'avancer en leur apportant une expertise qu'on a dans un dispositif d'appui à la coordination. On a une connaissance en fait du territoire et des acteurs qui permet aussi de venir en aide aux initiateurs, à tous ceux qui ont envie de monter quelque chose. C'est que moi, en étant en dispositif d'appui à la coordination, donc basé à Clamart, j'ai une visibilité sur les 14 communes, puisque je suis en lien via mon réseau avec tous les acteurs. Et évidemment, je peux toujours passer à côté de quelque chose, mais je sais que, par exemple, si un projet est en cours de gestation dans une ville, c'est important que la ville limitrophe soit au courant. Parce que ça va forcément avoir un impact, notamment, on le voit bien avec les structures de soins primaires. Si, par exemple, demain, Clamart monte une maison de santé et que cette maison de santé, elle est à la limite de Malakoff ou de Châtillon ou autre, il va forcément y avoir un impact sur ces deux villes également, puisqu'on sait bien que les patients, évidemment, traversent les frontières municipales et heureusement, quelque part. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Je pense qu'effectivement, il sera important dans un prochain webinaire que tu interviennes. D'un petit mot, je crois que la nécessité d'une coordination
est en train de prendre place, les gens se rendent compte, pour une raison simple, c'est qu'on ne peut pas se coordonner tout seul. C'est-à-dire, par définition, il faut que la coordination elle soit extérieure à l'acteur. C'est un petit peu la vieille métaphore du chef d'orchestre et des musiciens. Ça n'empêche pas chaque violoniste de jouer sa partition et de la jouer avec la technique et l'expérience qu'il possède. Mais à un moment donné, il faut bien effectivement, et je le disais à l'instant lors de la réunion du CTS 92, il faut qu'on se parle. Les gens ont besoin de se parler et de partager l'information. Et ce partage d'informations et cette coordination, un, ça prend du temps, et deux, c'est un vrai métier. C'est-à-dire que c'est une façon particulière, effectivement, de mettre les différents acteurs en synchronie, pour employer un autre terme qui n'est pas celui de la symphonie. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que si on veut que la partition soit bien jouée, il faut à un moment donné, effectivement, qu'il y ait quelqu'un qui est dépositeur non seulement effectivement de ces coordinations, mais comme tu viens de le dire, et tu le dis pas trop parce que tu es, comment dirais-je, avec ton humilité, à un moment donné, moi je peux vous le dire, Nathalie de Rosier et le réseau Osmose, que moi je connais depuis pratiquement 15 ans, ils ont capitalisé un savoir-faire. C'est-à-dire que le DAC, Osmose, c'est pas juste quelque chose. Vous avez un savoir-faire qui est unique et que personne d'autre ne peut pouvoir exercer. Donc c'est aussi ça de cette collaboration. Donc voilà, je voulais conclure sur ces petits mots. Merci encore beaucoup Nathalie. On se reverra. Je te referai travailler. Merci beaucoup à Eric. Merci à Hélène. Merci à tous les connectés. On était pratiquement 30 à un moment donné à l'acmé de notre réunion. Il en reste 25. Je vous souhaite un bon appétit, un bon retour à domicile pour ceux qui sont en dehors de leur domicile. Merci encore à Véronique, Alexandra, à tous ceux et merci beaucoup à Étienne, notre chargé de mission qui a assuré la coordination parfaite, technique et administrative de cette réunion Zoom. Merci mille fois. Véronique, tu veux dire un mot de conclusion? Merci à toi, Francis, pour avoir organisé, animé ce webinaire. Désolée, il y a plusieurs questions dans le chat, notamment du vice-président de l'ISNI, des propositions aussi de webinaires sur les services, sur les SAS. Donc, en tous les cas, plein de suggestions, plein de questions. Donc, merci à tous les participants. Désolée de ne pas vous avoir donné la parole à tous, mais ce n'est que partie remise. Donc, on vous retrouve dans 2 mois pour notre prochain webinaire et bien sûr, vous en serez informés. À très bientôt et encore merci, Francis. Bonne journée, à bientôt, au revoir. Et merci à nos intervenants, bien évidemment. Merci, bonne journée.